Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, un tiers des femmes et 9% des hommes de 18 à 69 ans déclarent avoir subi des violences sexuelles au cours de leur vie. 81% des premières violences se produisent avant l'âge de 18 ans. C'est donc à la fois un fléau et un sujet essentiel. Et on a décidé de consacrer une série spéciale cette semaine aux violences, mais aussi à l'éducation sexuelle, car malgré la libération de la parole, tous les voyants sont au rouge. C'est ce que nous dit Muriel Salmona. Elle est aujourd'hui l'invitée du Grand Oral. Dans l'Anti-Sèche, on réveille notre culture générale. Cette semaine, on révise la Grèce antique. Question du jour. Quel célébrissime auteur grec, je vous aide en disant célébrissime, quel célébrissime auteur grec était surnommé le poète aveugle? Réponse et explication dans moins de 10 minutes avec Patrice Brun. Et puis enfin, notre rendez-vous hebdomadaire avec Marie-Olivier. Sujet du cours particulier, les actions et dispositifs pédagogiques du musée des Confluences. On ira à Lyon. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti. Grand Oral. Enrayer la fabrique des agresseurs sexuels, c'est le titre du nouvel ouvrage de la psychiatre Muriel Salmona, déjà autrice du livre noir des violences sexuelles et présidente de l'association Mémoire traumatique et victimologie. Ce livre vient de sortir aux éditions Duno. Muriel Salmona, bonjour. Bonjour. Vous choisissez en introduction de revenir sur les raisons intimes de votre engagement, de votre combat contre les violences sexuelles. Je veux bien qu'on commence par là, parce que vous commencez par là, par votre enfance. Votre enfance, je vous cite, de fille unique, piégée dans un milieu sordide et violent, survivant dans une solitude totale. Ça veut dire que bien avant de les théoriser en tant que psychiatre, la dissociation et l'amnésie traumatique sont des choses que vous aviez vécues. Oui, que j'avais vécu, sans forcément en prendre conscience. Et en fait, la prise de conscience, elle a été faite plutôt par rapport au monde qui m'entourait. Et ensuite, c'est venu à moi dans un deuxième temps. Mon propos, c'était vraiment de me battre pour éviter que des victimes de violences extrêmes restent seules, sans protection, sans secours. C'est ça qui m'avait choqué énormément dans mon enfance. Pour résumer ce concept de dissociation, d'amnésie traumatique, qui aujourd'hui devient un petit peu familier, mais que vous avez vraiment imposé dans le débat, peut-être dans les tribunaux aussi, dans l'opinion en France. C'est un peu, si je dis que c'est comme un court-circuit du cerveau, qu'à un moment donné, on éteint une partie de notre cerveau et on évite de rallumer pour pas voir ce qui se passe dans cette pièce, c'est ça? Oui, c'est exactement ça. Souvent, bon, c'est que j'ai bien compris ce que je vous expliquais alors. C'est que vous l'expliquez bien surtout. Oui. Non, je donne cette comparaison justement sur un court-circuit pour éviter de griller des organes vraiment indispensables qui peuvent être le cœur, le cerveau, qui sinon seraient impactés par un stress extrême qui ne peut pas être du tout modéré, modulé, du fait même du choc traumatique. De la sidération, ça aussi, on en parle beaucoup plus. Alors voilà, cette notion de sidération traumatique est particulièrement fréquente lors des viols. Oui, parce qu'on est vraiment dans quelque chose qui est impensable, qui est une très grave atteinte à l'intégrité physique, mais aussi à la dignité de la personne, le fait que du coup la personne soit réduite à un état d'objet. On sait que ce sont, dans le droit européen, des actes cruels, dégradants, inhumains, et ça génère en fait une paralysie psychique parce qu'on ne peut pas arriver à les penser. C'est ça. D'autant plus dans une société qui est dans un déni très important. Donc on n'a pas justement tous les outils pour pouvoir affronter cette réalité. Et du coup, on ne peut pas non plus réguler le stress. Et c'est ce stress extrême qui peut devenir un risque vital. Et c'est là où le cerveau met un joker en jeu pour court-circuiter tout ce qui est réponse émotionnelle. Vous parlez aussi d'anesthésie, c'est une autre image que vous utilisez. Voilà, ça génère une anesthésie émotionnelle. Mais ce qu'il y a dans la boîte noire demeure, ça n'efface pas. Voilà, en fait, il y a les deux choses qui sont les deux circuits qui en fait sont interrompus. C'est le circuit émotionnel, donc effectivement avec cette anesthésie à la fois émotionnelle mais physique aussi, de déconnexion, et aussi le circuit de la mémoire. Et la mémoire de l'événement ne va pas être intégrée en mémoire autobiographique. Elle va rester en l'état, sans être... la mémoire autobiographique, c'est ce dont je me souviens.
Comment ? La mémoire autobiographique, c'est ce dont je me souviens. Oui, c'est mes souvenirs, c'est ce que je peux raconter. Voilà, ce que vous pouvez raconter, ce que vous pouvez décrypter, ce que vous pouvez et là, ça reste modifier. quelque part, mais c'est pas... Voilà, et c'est brut. Et vous, tout votre travail, c'est de le faire rentrer dans la mémoire autobiographique, sans faire trop de dégâts. Évidemment, quand on découvre votre parcours, Muriel Salmona, on se dit que vous êtes un modèle de résilience, et pourtant, c'est un mot dont vous vous méfiez énormément. Vous parlez même à un moment donné d'imposture, avec cette notion de résilience qui a été pour le coup popularisée par Boris Cyrulnik. Bon, je caricature un peu, vous dites pas que c'est nul, mais vous dites qu'il ne faut pas le mettre à toutes les sauces, en fait. Voilà, et puis surtout, on ne peut pas parler enfin, c'est pas, humainement parlant, c'est impossible de parler de résilience par rapport à des crimes qui sont commis, et surtout à des atteintes aussi physiques, neurologiques, parce que c'est des blessures neurologiques. Donc c'est un peu comme... si on disait que quelqu'un qui a été renversé par un bus et qui a de multiples fractures, on pouvait louer sa résilience s'il arrivait à rentrer chez lui et à se reconstruire tout seul. C'est impensable. Enfin, je veux dire, il a besoin d'être secouru, il a besoin d'être soigné. Enfin, c'est la base même de la solidarité, de la notion de venir au secours d'une personne et puis de lui rendre justice. Donc en fait, oui à la résilience, mais oui à une résilience qui est assistée. C'est une résilience où les gens effectivement ne vous abandonnent pas tout seuls à devoir survivre aux pires situations et aux pires conséquences. La formidable tenniswoman Louise Besson qui a triomphé. Elle a fini par tomber en demi-finale, mais quel parcours à Roland-Garros. Elle a gravé résilience, elle a un tatouage résilience sur le bras. Votre livre, c'est un cri de colère parce que pendant longtemps, l'ampleur des violences sexuelles, et vous venez de le dire d'ailleurs, était ignorée ou minorée. Aujourd'hui, on sait beaucoup de choses, vous le martelez, et pourtant le nombre de victimes ne cesse d'augmenter. Mais c'est pas seulement un effet mécanique de la libération de la parole ? Oui, non. Enfin, on s'est rendu compte, on a pu penser ça dans un premier temps, mais on s'est rendu compte qu'en fait, les conséquences psychotraumatiques, tous les éléments qui sont des suites des violences augmentent aussi de façon très importante. Donc, c'est bien qu'il y a une augmentation du nombre, et puis on le voit aussi dans le cadre de la pédocriminalité sur les réseaux, avec une augmentation exponentielle du nombre de vidéos, de photos pédocriminelles. Et on est passé de 1 million d'images qui auraient été répertoriées en 2014 à 100 millions en 2023. Donc on est le 4e pays au monde en termes de sites et d'utilisateurs de ces réseaux. Donc on est très mal placé. Et c'est pour ça aussi qu'on est très mal placé en nombre d'enfants qui subissent des violences sexuelles. Parce que vous avez donné des chiffres, mais les derniers chiffres de la méta-analyse du Lancet, là, qui est une énorme revue qui est internationale, elle donne pour la France une femme sur 4. Et un homme sur 7 qui a subi des violences sexuelles dans l'enfance, qui est énorme, avec des conséquences extrêmement graves, qui donc sont aussi un problème de santé publique majeur. Et on arrive, j'ai plus le chiffre, mais vous le donnez dans le bouquin, je crois 14 millions de personnes en France au total, si je ne me trompe pas, qui ont été victimes. Pourtant, le sujet progresse dans l'opinion, il y a des livres qui sortent, il y a des films, il y a des manifs, la loi aussi évolue, les gouvernements prennent des mesures. Je pense notamment, puisqu'on en a beaucoup parlé ces derniers jours, au bras de fer qui a été engagé par la ministre déléguée chargée de l'intelligence artificielle et du numérique, Clara Chapaz, avec les grandes plateformes du porno. Pourquoi tout ça ne suffit pas ? Parce que ce qui manque, c'est la protection. Alors ça, par contre, vous dites que la protection, c'est une faillite de la protection des victimes. Il y a une faillite de la protection, il y a une faillite de la prise en charge du soin, et une faillite totale aussi par rapport à la justice. On est dans une impunité qui est quasi totale. Donc en fait, on n'agit pas sur les éléments qui sont les plus importants, qui alimentent justement cette production de violence sans fin. C'est pour ça qu'il y a l'impunité, bien entendu, puisque je veux dire, les prédateurs ils peuvent continuer sans avoir... et sans courir de grands risques, au fond. Voilà, à part quelques cas très oui, mais médiatiques et qui arrivent très tard. Épingle, mais qui sont juste une toute petite partie émergée de la situation. Et puis, je veux dire, on sait qu'avoir subi des violences sexuelles dans l'enfance, c'est le facteur de risque principal d'en subir à nouveau, particulièrement pour les femmes, qui vont en subir tout au long de leur vie, et d'en commettre. Et que tout ça, ça passe par le vecteur qui est le plus puissant pour le faire passer, c'est les psychotraumatismes, les troubles psychotraumatiques. Et que
les psychotraumatismes ne sont pas pris en charge, ne sont pas reconnus, ne sont pas pris en charge. Il n'y a pas de soins. On va en parler évidemment, Muriel Salmona, de tout ça. Juste pour terminer sur ce tableau général, et on va revenir évidemment à cette question du soin et de l'impact psychotraumatique. Depuis le début de l'émission, je dis des auteurs et pas des autrices. Il y a quelques femmes autrices, mais il faut quand même redire que c'est de manière... Enfin, les chiffres, c'est une majorité écrasante d'hommes. Oui, c'est 9 sur 10. Voilà. 9 ça, c'est très important. 10, oui. Des auteurs hommes et des victimes, elles, femmes et enfants. Voilà, c'est ça. Toutes les personnes les plus vulnérables. Voilà. Non, mais plus vous êtes une personne vulnérable, plus vous avez de risque de subir des violences. Et puis, un système de domination. Absolument. Et alors, femmes, enfants, et alors si on rajoute personnes en situation de handicap, personnes fragilisées ou d'origine étrangère, etc., ça accroît encore les risques. Et il y a un sujet aussi dont on parle de plus en plus, mais qui lui aussi a été longtemps minoré, ça vous le rappelez dans l'ouvrage, 30% des agresseurs sont mineurs lors des premières violences qu'ils commettent. Oui, et ça c'est un impensé. Voilà, c'est un impensé. Alors, il y a plusieurs impensés. Il y a cet impensé-là, ça commence très tôt. Tout comme il y a l'impensé sur les violences sexuelles sur les enfants les plus jeunes. C'est-à-dire que les violences sexuelles démarrent très tôt. C'est 81% avant 18 ans, 51% avant 10 ans à peu près, et 21% avant 6 ans. Oui, donc ça commence très tôt, et les agresseurs commencent très tôt. Et c'est justement ce système de reproduction de violence va se jouer dans les premières années. Et c'est là qu'il faut intervenir absolument pour justement enrayer toute cette fabrique. Et c'est le sujet, enrayer la fabrique des agresseurs sexuels. Et c'est ce dont on parlera dans la deuxième partie de l'interview avec Muriel Salmona, autrice de ce livre qui vient de sortir chez Duno. Mais pour l'heure, on teste notre culture générale en grec. Vous connaissez, vous avez une idée, vous, du célébrissime auteur grec sur le poète aveugle? Pas plus que moi. Allez, on va demander à Patrice Brun, là. Patrice Brun, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire ancienne à l'université Bordeaux-Montaigne, professeur émérite, parce qu'en fait vous avez quitté les amphis depuis quelque temps, membre du conseil scientifique de l'école française d'archéologie et auteur de ces 50 dates historiques de la Grèce antique qui viennent de sortir aux éditions Armand Collin. Alors, notre célébrissime, j'aidais quand même quand je disais célébrissime auteur, surnommé le poète aveugle. Eh ben, c'est celui que Victor Hugo appelait le patron. Ah ben voilà. Et ben voilà, Muriel, c'était le patron. Ben, c'était qui le patron alors? Le patron, c'est Homère, évidemment. L'Iliade, l'Odyssée. Le célébrissime, comme vous l'avez justement dit. Mais oui. Et alors, poète aveugle, en fait, on n'en sait pas grand-chose. Alors, l'aveugle, Homère aveugle, vient en fait d'un hymne. Un hymne qui est adapté, dont on a dit que c'était Homère l'auteur, on n'en sait rien, ça fait rien, on ne s'arrête pas à ces détails-là, mais dans l'hymne, il dit à des jeunes filles, vous célébrerez dans vos chants le poète aveugle. Et à partir du moment où on a dit que c'était Homère l'auteur de cet hymne, dans ces cas-là, Homère est aveugle. Ben oui, et il s'est servi lui-même dans son poème. Exactement, et on connaît tous le dicton latin, Homerus dicitur caecut fuisse. On dit qu'Homère était aveugle. On dit qu'Homère était aveugle. Voilà. Bon, ben oui, moi je ne le connaissais pas. Homère, d'ailleurs, on ne sait pas ça. Il y a eu des débats sur l'attribution justement de la rédaction de l'Iliade et de l'Odyssée. Ah oui, c'est-à-dire qu'en fait, l'Iliade et l'Odyssée ne peuvent déjà pas être du même auteur. Voilà. Ça déjà à la base, puisque l'Iliade a été composée vers 750. Je dis bien vers 750 parce que l'Iliade que l'on a, c'est pas celui des origines. Il a été modifié pendant plusieurs siècles. Et quant à l'Odyssée, elle daterait des années 675. Bon, donc déjà, il faut éviter un petit peu. Et tout ça, ça a été modifié jusque vers 530, 520 avant notre ère, où ils ont été fixés par écrit. Voilà. Je précise que Patrice Brun ne dit pas à chaque fois moins 520, voilà, mais en fait, on est bien dans on est bien avant Jésus-Christ, on est bien dans les moins. Et à partir du moment où ils ont été fixés, en gros, le texte nous est parvenu, peut-être pas exactement tel que nous l'avons maintenant, mais en gros, c'est celui-là, quoi. Pourquoi ces épopées sont-elles fondamentales parce qu'il les lisait déjà dans la Grèce antique? Oui. Et il les disait. Quel était leur rôle, l'Iliade et l'Odyssée? Homère était considéré par Platon, c'est quand même une belle autorité, comme l'éducateur de la Grèce. En fait, il y en a un autre qui a dit que Héraclite a dit que tout était dans Homère. Tout. Donc, absolument tout, on pouvait. Et il fallait donc connaître. Et ça allait jusqu'à un point tel qu'un Athénien qui s'appelait Nicaratos, qui était le fils d'un homme politique athénien du 5e siècle, donc avant notre ère, qui dit dans un dialogue platonicien qu'il connaissait l'Iliade et l'Odyssée par cœur.
Par cœur. Ce qui est quand même pas mal. Oui. Mais ça, si vous voulez, ça nous stupéfie maintenant parce que notre cerveau n'est plus habitué à... Et non, on enregistre tout. Oui, avec nos portables maintenant, là, on n'a même plus besoin de se souvenir des numéros. Et en réalité... À l'époque, on apprenait par cœur. Mais ça a été un des premiers reproches, d'ailleurs, que faisait, je ne sais plus si c'était Platon ou Socrate, à l'écriture. Dire, on va arrêter d'apprendre par cœur parce qu'on va tout graver, on va devenir des grands flemmards. Oui, enfin, il ne disait pas comme ça, mais... Il n'est pas comme ça, mais bref, c'était la partie de la constitution d'une culture, en fait. C'était lié à ça. Et c'est vrai que, alors ils sont très différents, mais en même temps, les deux poèmes sont très très différents, puisque l'un c'est quelques jours de la guerre de Troie. De la guerre de Troie, avec la colère d'Achille. La colère d'Achille, ça commence avec la colère d'Achille et ça se finit avec la mort d'Hector. Et l'Odyssée, c'est Ulysse. Et l'Odyssée, c'est, d'ailleurs, Odysseus en grec, c'est Ulysse. Nous, on a traduit par Ulysse, mais l'Odyssée, c'est le retour d'Ulysse. C'est ça. Voilà, et donc, effectivement, ce sont deux choses complètement différentes. Le seul qui fait le lien entre les deux, c'est Ulysse. Mais il est assez parfois différent. Dans l'Iliade et dans l'Odyssée, c'est pas le même bonhomme, mais par moments, c'est toujours le même, c'est-à-dire menteur, rusé, je dirais quelqu'un qu'on ne voudrait pas avoir dans sa famille. Et surtout quand il rentre à la maison. Surtout quand il rentre à la maison, oui, c'est vrai qu'il fait du dégât. Il fait quelques dégâts. Homère, c'est quand même la figure fondatrice de la mémoire collective grecque, puisqu'on a à la fois, c'est le mythe, la littérature, l'histoire, il appartient à tout ça à la fois. C'est-à-dire que pour les Grecs, il était à la fois l'inventeur des mythes, mais il s'était aussi, et les Grecs le considéraient comme un livre d'histoire. C'est ça. Alors que nous, évidemment, on n'en est plus là maintenant. Bon, il était à la fois poète, donc mythographe et historien. Et ce qui fait qu'on pouvait puiser dans Homère, et il ne serait jamais venu à quiconque, à des autorités comme Hérodote ou comme Thucydide, de dire Homère n'a jamais existé. Homère n'a jamais existé. Non, pas du tout. Alors simplement, Thucydide dit, si on en croit Homère, bien entendu, mais en tant que poète, il modifie un petit peu les choses. Mais c'est tout. Il ne dit pas que Homère n'a jamais existé et que ce qu'il dit est faux. Patrice Brun, 50 dates historiques de la Grèce antique. Ça vient de sortir, c'est chez Armand Collant et Patrice Brun, qui est professeur d'histoire ancienne à l'Université Bordeaux-Montaigne, va nous accueillir. Non, c'est nous qui vous accueillons. Nous accompagner toute cette semaine et on se retrouve demain pour répondre à la question suivante. Il y a une date extrêmement importante et célèbre qui est moins 338. Elle est rentrée dans l'histoire de la Grèce antique. On va vous demander pourquoi moins 338 est entrée dans l'histoire de la Grèce antique. Et la réponse viendra demain avec Patrice Brun. Grand oral, la suite, Muriel Salmona. Muriel Salmona, au cœur de vos travaux et de votre engagement, il y a cette notion d'amnésie traumatique. Et là, vous dites que ça engage aussi des victimes, puisqu'évidemment, elles ne sont jamais responsables des violences qu'elles subissent, ni des conséquences psychotraumatiques de ces violences. Mais vous revenez à plusieurs reprises dans le livre sur un point, en disant quand même chacun reste responsable de ses choix de survie. C'est-à-dire que ce qui se passe, vraiment, on a ouvert la boîte noire, on a compris où on est aidé, on ne fait pas ça tout seul dans son coin, mais à un moment donné, là, il faut y aller. Et c'est aussi ce qui peut permettre de briser ce risque cette reproduction de violence. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas, l'amnésie traumatique, c'est un élément qui appartient à la dissociation traumatique, mais que sinon, il y a cette fameuse mémoire traumatique qui fait revivre à l'identique les pires moments et qui fait revivre aussi toutes les phrases, tout le fonctionnement de l'agresseur, sa haine, son mépris, son excitation perverse, tout ça, ça envahit la victime. Et du coup, c'est une véritable torture. Et que face à cette torture, s'il n'y a pas de protection, s'il n'y a pas de prise en charge, la personne doit mettre en place, la victime doit mettre en place des stratégies de survie. Et c'est sur le choix de ces stratégies de survie qui ne sont nécessaires que si il n'y a pas de protection et de prise en charge et de soins. Les soins sont efficaces sur la mémoire traumatique pour pouvoir l'intégrer. Donc, c'est déjà une responsabilité lourde de la société de ne pas offrir ces soins. Et une perte de chance énorme pour les victimes. Et dans les stratégies de survie, il y en a de deux types. Il y a soit les conduites d'évitement et de contrôle pour éviter que la mémoire traumatique ne se réveille au moindre lien et ne fasse revivre les pires moments, l'horreur, la terreur, la douleur, le sentiment de mourir, tout ce qui peut être vécu à ce moment-là. Et souvent, c'est pas possible parce que, je veux dire, la vie fait que tout vous ramène à ces événements-là. Et le deuxième choix, c'est de reproduire à nouveau un phénomène d'anesthésie émotionnelle, un phénomène dissociatif, soit avec des produits, alcool, drogue. On n'est jamais alcoolique, toxicomane pour rien. On l'est pour pouvoir gérer en l'anesthésiant cette mémoire traumatique, soit par des conduites, des mises en danger et des conduites à risque. Et ces mises en danger, ces conduites à risque, elles peuvent se faire contre soi,
Ça peut être vraiment, par exemple, des violences auto-infligées, les automutilations, les troubles des conduites alimentaires. Toutes sortes de mises en danger, des jeux dangereux, des conduites alimentaires extrêmes. Les phobies d'impulsion quand on est jeune parent, on a peur de faire du mal à son nourrisson, on comprend pourquoi. Voilà. Mais justement, Mme Samna, pardon, je vais vous laisser terminer, mais ça me semble très important, parce que tout ça, on en parle régulièrement d'ailleurs dans cette émission, parce qu'il y a une prévalence croissante, notamment chez les adolescents, de ce genre de troubles. On rappelle jamais, ou rarement, que tous ces comportements sont peut-être la conséquence de violences sexuelles qu'on a subies et qui ont été enfermées dans une boîte noire. Oui, voilà, et c'est bien le problème, et c'est que la majorité de Donc vous faites le lien entre les deux, vous y voyez un indice en fait. Oui, bien sûr, et que la majorité sont liées à des violences sexuelles, mais ça peut être aussi lié à d'autres traumas ou à des violences physiques. Mais on n'est jamais violent vis-à-vis de soi pour rien, donc, et on n'est pas alcoolique, toxicomane pour rien. Mais aussi une des façons d'anesthésier cette mémoire traumatique, ça va être aussi les violences exercées contre autrui. Et c'est là où il y a la reproduction de violence. Ce qu'il faut savoir, c'est que le fait de créer à nouveau des violences, ça fait monter le stress avec des violences qui sont complètement insensées, qui vont du coup de nouveau faire remettre en place le système sidération, non-contrôle du stress, disjonction, la déconnexion, et puis du coup ça permet de s'anesthésier. C'est reparti. On crée des violences extrêmes ou un danger extrême, et d'un seul coup on semble aller mieux. C'est-à-dire d'un seul coup on échappe à cette mémoire traumatique. Ça soulage. Sauf qu'on peut se soulager en instrumentalisant autrui et en portant atteinte à l'intégrité d'autrui. Ça, on n'a pas le droit. Et pas 172 et 173, vous égrenez toute une série de points. Vous appelez ça « Comment fabriquer un agresseur sexuel ». Évidemment, c'est un titre qu'il faut prendre au second degré. Mais ce qui est assez dingue, on peut prendre quasiment au hasard tous les points que vous mentionnez, c'est que, que ce soit une question de santé, d'éducation, de justice, on passe à côté... dans la majorité des cas. Voilà, c'est ça le problème. Au hasard, c'est que son agresseur ne soit pas éloigné, ni poursuivi, ni condamné, c'est le cas dans 99,4% des cas. Qu'il ne bénéficie d'aucun soutien social, c'est le cas dans 92% des cas. Donc j'en ai pris que 2, parce que c'est 92 et 99%. Mais c'est massif. Oui, c'est pas, tel truc, faudrait le faire, on le fait pas bien. On le fait pas. Oui, tout à fait. Voilà. Et puisqu'on ne sait pas non plus, c'est que... ceux qui vont reproduire des violences, donc ils vont le faire d'autant plus facilement qui vont adhérer à une position dominante et qui vont adhérer aussi au discours de l'agresseur qui les envahit. Ils sont colonisés par le discours de l'agresseur et au lieu de lutter contre avec des phobies d'impulsion, etc., ils vont plutôt y adhérer. Mais parce que la société leur permet aussi, autorise d'une certaine manière à se sentir en position de rapport de force. Et quand ils vont exercer des violences, ils vont se traumatiser. Donc ils vont réaggraver leur mémoire traumatique de violences qu'ils vont exercer. Avec un système sans fin. Et du coup, une véritable addiction qui se produit. Parce qu'au moment où ça disjoncte, le cerveau produit un cocktail qui est équivalent à de la morphine et de la kétamine. Donc ça drogue personne. Non, mais du coup, du coup, ça génère un phénomène de tolérance et un phénomène d'addiction, de dépendance. J'aurais eu plein de questions à vous poser, mais il va falloir que vous lisiez le bouquin. C'est comme ça, vous lisez, il y a plein de choses dedans, sur la perpétuation de ces violences et le contexte social et politique, le patriarcat, sur la montée en puissance des mouvements masculinistes, vous en parlez, cette enquête Ipsos que vous aviez commandée aussi, les jeunes, 36% des 18-25 ans qui pensent qu'une femme peut prendre du plaisir à être humiliée, injuriée, 25% qui pensent que les femmes aiment être forcées et que quand elles disent non, ça veut dire oui. Chiffre absolument considérable. Je voudrais qu'on termine simplement avec, il reste 2 minutes, les 3 axes de prévention que vous posez à la fin, primaire, secondaire, tertiaire. Oui, alors c'est vraiment... Comme ça, on ouvre une petite fenêtre d'espoir. Voilà. Alors, il y a tout ce qui est, justement, information, c'est-à-dire la connaissance des conséquences. Qu'on arrête de retourner contre les victimes des conséquences psychotraumatiques, qui sont des conséquences normales et universelles des violences. Qu'on arrête de les mettre en cause, donc qu'on travaille pour démonter aussi tous les stéréotypes, qu'on informe. Donc ça, c'est l'information c'est la protection et la prise en charge des victimes, mais en tout cas c'est particulièrement leur protection et la lutte contre l'impunité. Et puis le troisième, c'est vraiment de travailler justement à éviter qu'il y ait des psychotraumatismes et d'éviter qu'avec ces psychotraumatismes qui ne soient pas traités, il y ait des conduites dissociantes. Donc de mettre en place des soins. Or,
là, les médecins, alors que c'est un problème de santé publique majeur, ne sont toujours pas formés, Ouais, très peu formés. 79%, j'ai plus le chiffre sous les yeux. Ne font pas de lien entre les symptômes 79% évidents. des professionnels de santé ne font pas de lien entre les symptômes typiques des troubles psychotraumatiques et les violences sexuelles Voilà. suivies en France. Donc là, il y a une véritable révolution à faire. Il n'y a que des chiffres comme ça dans votre bouquin, c'est que du 80-90% à chaque fois. Ils sont tous de cet ordre-là. Hein, mais il y a une révolution à faire et c'est une perte de chance épouvantable, à la fois pour les victimes, à la fois aussi pour les jeunes qui vont vraiment tomber dans une reproduction de violence, et puis pour toute la société qui, sinon, avec tous les enfants qui sont en grand danger. Il faut agir. Muriel Salmona, en un mot, même pas 20 secondes, vous dites quand même un moment parce que c'est terrible votre bouquin, et votre histoire n'est pas super rigolote non plus. Mais oui, et vous dites pourtant à un moment donné, non mais moi je crois que la violence n'est pas une fatalité humaine. Vous croyez en l'humain. Oui, on peut vraiment arrêter les choses. Et quand on prend en charge des enfants qui viennent de commettre des violences sexuelles, très jeunes, hein, je veux dire, on a des résultats extraordinaires. On peut arrêter ça. On peut dire non, ce que vous avez dans la tête, ça ne vous appartient pas. Vous pouvez ne pas y adhérer. À condition de s'en emparer, enrayer la fabrique des agresseurs sexuels. C'est le nouveau livre de Muriel Salmona et ça vient de sortir, c'est aux éditions Duno. Je vous en suggère vivement la lecture. Oui, moi j'ai noté plein de trucs, on apprend plein de choses, même quand on essaye de se documenter sur le sujet. Patrice Brun, merci aussi. On se retrouve demain pour continuer à parler de la Grèce antique, puisque pour l'instant nous dirigeons du côté de Lyon pour retrouver Marie-Olivier. Elle nous fait visiter le musée des Confluences. Et tous les lundis, nous retrouvons Marie-Olivier. Marie, bonjour. Bonjour Emmanuel. Pour ce cours particulier où on s'intéresse à la pédagogie, parfois des portraits de grands pédagogues en France ou dans le monde, d'hier et d'aujourd'hui, parfois des visites d'établissements et notamment d'établissements culturels. Vous êtes allé à Lyon, où vous avez visité le musée des Confluences. Et c'était la première fois. C'est la première fois que j'y suis allée, alors que ça a ouvert il y a 10 ans. Et j'avais vraiment envie de vous en parler parce que ce musée, j'ai trouvé qu'il avait une vraie vocation pédagogique. Musée inauguré effectivement en 2014. Exactement. En fait, il fête ses 10 ans cette année jusqu'en juin prochain. Donc c'est un long anniversaire. Confluence a permis de fusionner plusieurs institutions muséales lyonnaises. Il rassemble notamment les collections du Musée d'histoire naturelle de Lyon et les collections du Musée Guimet. C'est un établissement qui se situe à la confluence du Rhône et de la Saône. Il a des allures futuristes. Oui, c'est un très bel, absolument très bel établissement et qui a décidé de faire de cette notion de confluence finalement un axe de programmation et confluence des savoirs, confluence des sciences aussi. Exact, c'est vraiment la raison d'être du musée, une approche pluridisciplinaire. Les expositions permanentes sont organisées autour de grandes thématiques telles que les origines de la vie, la diversité des espèces, les sociétés humaines ou encore la vision de l'au-delà dans toutes les cultures, dans beaucoup de cultures du monde entier. Alors là, il y a à chaque fois à la croisée des sciences nat, sciences humaines et également des techniques. Alors il y a une muséographie qui est assez réputée, très immersive. L'idée, c'est vraiment de s'adresser au plus grand nombre et de faire ressentir une expérience aussi. C'est ça, c'est vraiment immersif. On est plongé dans un univers, dans les expositions permanentes comme temporaires. Les enfants ou les adultes, etc., évoluent avec les dinosaures, dans des sociétés humaines à différentes époques et encore une fois dans l'univers de l'au-delà. Tous les publics peuvent vraiment s'y retrouver. Il y a des petites vidéos qui sont disponibles pour les enfants. On peut aussi les regarder en tant qu'adulte pour comprendre plein de choses. Et puis tous les sens aussi sont en éveil. Ils ont vraiment travaillé avec le toucher aux Confluences, qui est assez rare dans les musées. Et on peut par exemple... Oui, d'habitude c'est ne pas toucher. Voilà, c'est ça. Là, c'est éloignez-vous vers Botton. Ouais. Si bien qu'on hésite, hein, c'est assez perturbant. On peut toucher par exemple une météorite, une vraie météorite vieille de millions d'années, ou encore le fémur d'un dinosaure. Mazette, si on veut le visiter, ce musée des Confluences avec des enfants, il y a plein de ressources pédagogiques. Oui, le musée met à disposition des dossiers pédagogiques qui sont conçus avec des enseignants relais. Ces outils peuvent être utilisés avant, après, pendant la visite, évidemment. Donc vraiment, ça permet de se mettre dans le bain. Et de préparer. Ça marche pour tous les âges, hein, du primaire au lycée ? Ça marche pour tout, exactement. Du primaire au lycée, il y a des dossiers sur des parcours thématiques un peu transdisciplinaires, sur la biodiversité par exemple, sur les croyances et les religions du monde entier. Il y a des fiches parcours aussi dont les élèves peuvent se servir avec des questions, des quiz, du vocabulaire aussi spécifique. Et puis il y a des dossiers ressources sur les expositions, en cours les expositions temporaires. Génial, on va tous prendre un billet pour Lyon. Qu'est-ce qu'on peut y voir actuellement aux Confluences ? Alors en ce moment, il y a 3 expos temporaires. La première, qui va bientôt se terminer en juillet, s'appelle Le temps d'un rêve. Elle est accessible à partir de 10 ans. Et là, on voyage dans les neurosciences, dans l'Antiquité aussi, dans l'art, la psychanalyse évidemment. Il y a une expo aussi qui s'appelle Amazonie. Et là, ça donne la parole au peuple autochtone d'Amazonie. Et on peut apprécier cette expo dès 6 ans. Et la troisième, elle est jeune public et vous l'avez également beaucoup
beaucoup aimé. J'avoue que j'ai bien aimé. J'étais pas la seule adulte à bien l'apprécier à ce moment-là. L'expo Trop Fort offre vraiment un parcours ludique et sensoriel pour comprendre les mécanismes d'adaptation et d'acclimatation des êtres vivants, donc à des températures extrêmes ou à des climats compliqués. Est-ce que vous saviez par exemple que les manchots empereurs peuvent survivre à des températures de moins 60 degrés sans manger pendant plusieurs mois, 4 mois je crois. On se sent vraiment très peu de choses à côté. Ah ouais, c'est pas du tout moi ça. Et je l'ignorais par ailleurs, ça donne effectivement bien envie d'aller à Lyon pour en savoir plus. Oui, n'hésitez pas à y aller. L'exposition Trop Fort d'ailleurs se termine, donc là on a un peu plus de temps, c'est fin décembre. Ce qui est intéressant et ce qui va bientôt se passer, c'est la fin des festivités des 10 ans, les 14 et 15 juin à Lyon. Donc il y aura plein d'activités et de célébrations. Et ce sera aussi l'occasion d'inaugurer un nouvel espace pour les 2 à 6 ans, un nouvel espace permanent de 300 mètres carrés qui s'appelle le Nuage des Petits. Nouvel espace permanent. Merci beaucoup Marie pour cette visite pédagogique du musée des Confluences. Ça se situe à Lyon. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission. Laure Audemont au maquillage, Marine Plantec et Dylan Koller à la préparation. Et puis en régie aujourd'hui au son, Thibaut Goury-Lafont, Alice Pitavi à la réalisation. Vous restez sur Scoop TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.